La machine, une bête colossale baptisée Monster Red, ne se contente pas de ronronner ou de gronder, elle rugit. Un son guttural et primitif qui résonnait dans l'étendue glaciale et impitoyable de la vallée de Raleigh. Chaque grognement métallique et chaque grincement était une déclaration de guerre contre la terre gelée, un témoignage de la puissance brute exploitée par l'homme dans sa quête incessante de la fortune. L'objectif se dessine comme un mirage à l'horizon 1511 d'or pour la saison. Un chiffre si audacieux, si stupéfiant, qu'il pesait lourd dans l'air vif de l'Alaska, les mettant presque au défi de croire que c'était possible. Pour Rick Ness et son équipe indomptable, chaque pelletée de terre, chaque seau jeté dans le pergélisol n'était pas seulement un acte de travail, c'était aussi un pari risqué, une prière désespérée, murmurée dans l'immensité indifférente de la nature. Il poursuivait plus qu'un simple métal scintillant. Il poursuivait un murmure du destin, une rumeur de richesse indicible, enfouie profondément, sous des couches de roches anciennes et de sol gelé. C'était un endroit où la terre elle-même, avec ses forces implacables et son défi géologique, semblait conspirer pour garder ses secrets enfouis. Il y a eu un moment une pause déchirante, où ils ont cru qu'ils avaient atteint la fin, le fond. Ils avaient atteint ce qu'ils pensaient être la roche-mère, cette strate sacrée, où les plus riches veines d'or étaient censées se trouver. La voix de Rick, exaltée et épuisée, se fraye un chemin à travers le vacarme. C'est le premier filon d'or de la vallée de Raleigh, et nous savons qu'il y en a d'autres. Le poids de cette déclaration, son audace même, était palpable. Et je n'ai jamais mis autant d'or sur la table en une seule fois, mais ce qu'ils ont déterré dans ce puits glacé et primordial était bien plus qu'une simple poussière scintillante. Il s'agissait d'un changement sismique, d'un changement de donne, qui promettait une richesse inimaginable, mais qui s'accompagnait d'un prix lourd et imprévu. Bedrock Bonanza, The Anatomy of a High Stakes Gamble. La vie d'un chercheur d'or en particulier dans le creuset impitoyable de l'Alaska n'est pas simplement une profession, c'est une série de paris massifs implacables et éprouvants pour les nerfs. Pour Rick Ness, cette saison particulière n'était pas seulement un pari, c'était le plus grand pari de sa vie, un témoignage de son ambition inébranlable et peut-être d'un soupçon de folie minière. Il avait gravé un objectif presque mythique dans son esprit, et par extension dans le tissu même de l'existence de son équipage, arracher un 500 onces d'or brut et non falsifié à l'emprise du sol de l'Alaska. Pour bien saisir l'ampleur de cette ambition, il faut la replacer dans son contexte. 1500 onces représentent plus de 90 livres d'or, pur, un magot étincelant, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. C'était un objectif qui aurait fait frissonner même les prospecteurs les plus chevronnés, un défi qui exigeait chaque once de leur force physique et mentale. Pour atteindre un tel zénith, Rick avait placé sa foi inébranlable dans sa station de lavage colossale, affectueusement, presque révérencieusement baptisée Monster Red, monstre rouge. Ce titan mécanique merveille d'ingénierie et dévoreur de terre a été conçu pour mâcher des centaines de tonnes de terre et de gravier impitoyables chaque heure. C'était le cœur battant de leur opération, la gueule métallique qui promettait de séparer les rêves de la simple terre. L'équipe s'était installée dans un endroit connu sous le nom de Raleigh Valley, un nom qui évoquait des légendes et laissait entrevoir de riches gisements, un endroit qui avait la réputation de garder farouchement ses secrets d'or. Bailey Carton est assise aux commandes de l'énorme excavatrice, centre névralgique de leurs fouilles incessantes. Elle était sur la sellette, taillant méticuleusement, presque chirurgicalement, la terre payante, la couche même qui renfermait leurs espoirs et leurs fortunes. La terre payante. Le terme lui-même évoque des images de richesse, de trésors. C'est par essence la couche géologique de gravier et de sol, où l'or avec sa densité inhérente et remarquable s'est patiemment installé pendant des millions d'années. C'est la voûte naturelle de la Terre, le coffre au trésor de l'ancien monde, qui attend patiemment d'être découvert. Pourtant, la vérité brutale, la réalité qui échappe souvent à l'histoire romancée,
est que la localisation de cette couche insaisissable ne représente que la moitié de la bataille. Dans ce coin particulier et impitoyable de l'Alaska, le sol est porteur d'un secret perfide. Il est totalement saturé d'eau à quelques mètres seulement sous la surface. Alors que Bailey, avec une détermination sans faille, guidait l'excavatrice de plus en plus profondément, la fosse d'excavation a commencé à se transformer inexorablement. Elle s'est remplie lentement, mais sûrement d'eau souterraine glacée et implacable, transformant l'ensemble de l'opération de haute technologie en un marécage boueux traîtresse et dévoreur d'âmes. « Cela fait beaucoup d'eau », observe Rick, la voix teintée d'inquiétude. « L'eau ne va pas s'arrêter. » Il pointa du doigt une lueur d'espoir, luttant contre le désespoir rampant. « Tout ce que je suis en train de déterrer de ce trou, ça ressemble un peu à du roc. Rick a dit qu'il devrait y avoir encore au moins 6 mètres de profondeur. » Ce n'était pas seulement un inconvénient, c'était une bombe à retardement hydrologique, un adversaire liquide qui menaçait de défaire leur saison méticuleusement planifiée. Si la précieuse terre payante devenait trop saturée, trop gorgée d'eau, elle se métamorphoserait en une boue épaisse et ingérable. Une boue visqueuse et lourde que Monster Red, malgré sa puissance colossale, ne pourrait tout simplement pas traiter de manière efficace. Le cœur même de leur opération se gripperait. Plus grave encore, la montée incessante de l'eau menaçait d'inonder complètement la tranchée, rendant impossible toute nouvelle excavation. Le trésor si proche sera englouti par la terre elle-même, perdue à jamais dans les profondeurs. Ils étaient engagés dans une course désespérée et effrénée contre la marée montante, une lutte pour extraire la terre la plus riche avant qu'elle ne succombe à l'étreinte de l'eau. Chaque coup de pelle de Bailey est devenu une petite victoire durement gagnée contre l'ennemi liquide, un effort frénétique presque primal pour sauver la promesse scintillante qui se trouve juste sous leurs pieds. Il s'agissait d'un environnement très stressant, où une simple erreur d'appréciation, un manque de jugement momentané ou une panne inattendue de la machine pouvaient se transformer en catastrophe financière, leur faisant perdre non seulement des jours, mais des centaines de milliers de dollars. La pression, un poids invisible et écrasant, s'est abattue sur eux, et l'eau a continué à monter sans relâche, créant un drame tendu presque cinématographique qui se joue au plus profond de la vaste et indifférente nature sauvage de l'Alaska. C'est un problème. Je vais essayer de l'autre côté, se dit Rick, une étincelle d'idées dans les yeux. Vous voyez, c'est tout vert et gelé. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? La symphonie de la découverte de la boue au métal. Ce que beaucoup d'observateurs occasionnels captivés par l'ampleur et la promesse de l'or ont souvent négligé, c'est le changement subtil, presque imperceptible qui s'est produit au moment où les choses semblaient les plus désastreuses. Ce fut un moment d'une profonde signification, un tournant signalé, non pas par un indice visuel, mais par un son. Bailey, immergé dans le rythme de la machine, a frappé quelque chose de fort. Ce n'était pas la résistance molle du gravier ou la traînée visqueuse de la boue. C'était un bruit sourd, distinct et inflexible. Un son qui, par sa simplicité, a tout changé. Un simple changement dans le paysage acoustique de la fosse, une altération subtile dans la symphonie du creusement, pourrait signaler la fin de leurs ennuis, une transition dramatique de la tyrannie de la boue à la promesse excitante du métal. De nombreuses personnes sont totalement enchantées par la notion romancée de « trouver la richesse », mais elles passent souvent tragiquement à côté des indices subtils presque éthérés qui précèdent invariablement une découverte vraiment massive. Pour un mineur expérimenté, le monde n'est pas seulement observé avec les yeux, il est lu à travers le langage nuancé des sons et des textures, alors que le godet de l'énorme excavatrice de Bailey raclait puis râpait contre le fond de la fosse, qui s'approfondissait. Le doux grincement familier du creusement dans le gravier se transforma en un grincement dur râpeux, sans équivoque. Tel était le son. C'était le signal auditif précis et électrisant qu'ils attendaient, le prélude mélodique à des richesses inouïes.
C'était le son inimitable et résonnant du métal sur la roche, le son définitif et glorieux de la roche-mère. Oui, je suis au fond de la vallée de Raleigh en ce moment même, annonce Bailey par radio sa voix mêlant crainte et adrénaline, et juste à côté de la piscine, et il semble qu'il n'y ait plus que de la roche. Dans le monde complexe et exigeant de l'exploitation des placés, la roche-mère n'est pas seulement une formation géologique. C'est le saint Graal ultime, le fondement sacré et imperméable sur lequel les rêves sont construits et les fortunes trouvées. L'or à l'état brut et élémentaire est incroyablement dense, x9 fois plus lourd que l'eau. Au cours d'innombrables millénaires, alors que les anciens glaciers fondaient lentement et que de puissantes rivières traçaient leur chemin à travers le paysage, de minuscules particules d'or libérées de leurs prisons rocheuses ont été entraînées sans relâche vers l'aval. En raison de leurs poids énormes, ces particules s'enfonçaient régulièrement et inexorablement jusqu'à ce qu'elles rencontrent une couche impénétrable, presque invariablement, la roche-mère solide et inébranlable au fond d'une vallée. La terre la plus riche, celle qui renferme les pépites les plus grosses et les plus spectaculaires, et les veines d'or les plus hautes et les plus concentrées, se trouve presque toujours directement au sommet de cette ancienne roche-mère, prise dans ses pièges naturels. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une bonne nouvelle, mais d'un tournant monumental qui marque la fin de la saison. L'équipe a immédiatement su avec une certitude qui vibrait jusque dans leurs os, qu'ils n'étaient plus seulement en train de creuser dans un terrain prometteur. Ils se trouvaient littéralement à la porte du filon lui-même. L'énergie palpable sur le site s'est transformée en un instant passant de l'anxiété tendue et désespérée qui les avait saisis à une excitation électrique presque joyeuse. Rick, poussé par une poussée d'adrénaline, se précipite pour inspecter la découverte sacrée. Ce qu'il vit éclairé par la lumière crue de l'Alaska confirma leurs espoirs les plus fous et leurs prières les plus silencieuses. Le socle rocheux n'était pas lisse, il ne s'agissait pas d'une étendue ininterrompue et sans relief. Non, il s'agissait d'une tapisserie d'anciennes fissures de fentes et de crevasses complexes. Ces minuscules imperfections géologiques, ces vénérables petites lignes de failles, étaient des pièges naturels parfaits pour l'or, agissant comme des caches durables, retenant des paillettes, des grains et même des pépites plus importantes pendant des siècles voire des millénaires. Il s'agissait d'un jackpot géologique, d'un billet de loterie, gagnant tiré du cœur même de la terre. Mais comme dans le monde brutal et magnifique de l'extraction de l'or, tout n'est pas ce qu'il semble être. Le fait d'atteindre le socle rocheux par une ironie cruelle signifiait également que le problème de l'eau, leur adversaire liquide implacable, était sur le point de s'aggraver de façon spectaculaire et de devenir bien pire. Nous sommes les premiers êtres humains à atteindre ce niveau, déclare Rick, sa voix mêlant crainte et appréhension. Ça, c'est plutôt cool quand même. Le sol rocheux solide et imperméable tout en étant un aimant à or agit également comme une barrière inflexible, empêchant l'eau souterraine de s'infiltrer plus bas. Les eaux souterraines s'accumulent et remontent à une vitesse alarmante, transformant leur découverte durement acquise en une île périlleuse et temporaire. Ils disposent désormais d'une fenêtre d'opportunité encore plus petite et plus critique. Une course effrénée et désespérée pour ramasser cette terre incroyablement riche avant que la totalité de la coupe ne soit complètement et irrévocablement inondée. Les enjeux déjà stratosphériques venaient d'être encore plus élevés. Ils étaient assis sur une fortune, un magot étincelant presque mythique, mais une fortune qui, avec une rapidité angoissante, pouvait être arrachée, avalée par la gueule indifférente de la terre à tout moment. La course contre la montre vient d'entrer dans son dernier tour, le plus critique, le plus décisif. Le trésor, si délicieusement en vue, était à portée de main, mais l'extraire, le délivrer des griffes de la terre était une histoire tout à fait différente, plus pénible. Rivers of Gold, the unseen labor and the moment of truth. Rivière d'or, le travail invisible et le moment de vérité.
Ce que personne ne vous dit, la vérité crue et non romancée sur l'extraction de l'or, c'est le travail éreintant et éreintant de l'âme que représente le nettoyage. Après d'innombrables heures de creusement frénétique, après le traitement acharné, presque industriel, d'innombrables tonnes de terre payante, passant par les entrailles métalliques de Monster Red, le véritable travail minutieux a vraiment commencé. La station de lavage colossale, avec son réseau complexe de tamis de trommel et de sluice box, utilise les principes fondamentaux de l'eau et de la gravité pour séparer méticuleusement l'or lourd du sable et du gravier plus léger et de moindre valeur. Le produit final et très attendu de ce processus ardu est un sable noir super concentré, un résidu dense et sombre qui est ensuite transporté avec soin, presque avec révérence, dans les limites sacrées de la salle de l'or pour la séparation finale et précise. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir, vous savez, quand nous aurons enfin nettoyé Monster Red et que nous verrons ce qu'il y a dans ces tapis, avoue Rick, un tremblement d'impatience dans la voix. Vous savez, j'ai l'impression que ça va être vraiment beau. C'était le moment. C'est ici que l'alchimie s'est produite, que la magie, la véritable transformation de la roche en richesse s'est opérée. Rick Jason, son directeur de mine expérimenté, et Heather Folster, la méticuleuse spécialiste de la récupération de l'or, se sont réunis pour ce moment de vérité décisif, presque cérémoniel. L'air de la salle de l'or était chargé d'un mélange palpable d'espoir et d'anxiété. Ils avaient travaillé sans relâche, lutté contre les éléments impitoyables et tout misé sur cette parcelle de terre isolée. Aujourd'hui, ils vont enfin découvrir si leur pari audacieux, leur immense sacrifice, a porté ses fruits. Heather, avec les mains sûres et exercées d'un artisan, commença le processus méticuleux, presque rituel, de l'extraction des concentrés. Alors qu'elle fait tourbillonner le lourd sable noir dans le bac, un souffle, une inspiration collective s'échappe de leurs lèvres. Les premières lueurs d'un jaune éthéré sont apparues, minuscules taches scintillantes sur le sable sombre, puis d'autres, et encore plus. Bientôt le fond de la casserole n'était plus seulement tacheté, mais recouvert d'une couche épaisse, glorieuse, presque aveuglante de paillettes dorées. Mais quelque chose d'autre est apparu, quelque chose qui a fait sursauter toutes les personnes présentes dans la pièce, un son de choc et de plaisir pur et simple. Des pépites étaient nichées presque par hasard, parmi l'or fin et scintillant. Pas n'importe lesquelles, mais certaines des plus grosses et des plus spectaculaires jamais découvertes sur ce site. Il ne s'agissait pas de simples grains ou de poussière, mais de morceaux d'or pur, solide, volumineux et indéniables, dont certains brillaient de la taille et de l'épaisseur d'un ongle de pouce. La vue électrisante de ces pépites substantielles a confirmé sans l'ombre d'un doute que la teinte de la roche-mère avait été la clé absolue, celle qui a changé la donne. C'était le vieil or, l'or lourd, le prix qui attendait patiemment, sans être dérangé depuis des éons, le moment de la révélation. Après la dernière séparation méticuleuse, l'or brut, désormais étincelant et propre, a été soigneusement séché, puis versé dans un plateau de pesée. La balance numérique, arbitre silencieux de leur destin, clignote, les chiffres grimpent régulièrement, péniblement, avant de s'arrêter sur un chiffre stupéfiant. 315,71 onces. En un seul nettoyage triomphal, ils avaient obtenu un butin d'une valeur de plus de 3/4 million de dollars. Il ne s'agissait pas seulement d'une pesée réussie, c'était l'une des pesées d'or les plus réussies de toute l'histoire de l'équipage, un testament retentissant de leur travail acharné, de leur résilience collective et de la stratégie audacieuse et risquée de Rick. C'est la première pesée d'or dans la vallée de Raleigh, et nous savons qu'il y en a d'autres là-bas, a répété Rick avec un profond sentiment de satisfaction dans la voix. Et je n'ai jamais mis autant d'or sur la table en une seule fois. Leur objectif de 1500 onces pour la saison qui avait semblé si impossible à atteindre ne semblait plus seulement possible, mais aussi terriblement, glorieusement probable. Mais alors même que la célébration se déroulait, une question plus profonde restait en suspens sans réponse et toujours présente dans l'air lointain de l'Alaska. Le fardeau d'un dirigeant, les coups invisibles et le poids écrasant de la responsabilité. De nombreuses personnes envoûtées par l'attrait de la richesse instantanée
font une fixation sur les chiffres finaux, le poids de l'or, le montant exact en dollars. C'est la récompense brillante, le moment éblouissant, qui, dans l'imagination populaire, fait que tout semble en valoir la peine. Mais ce que les caméras omettent souvent de filmer, ce que de nombreux observateurs occasionnels négligent tragiquement, c'est l'immense pari personnel et financier souvent insoutenable qui précède et sous-tend invariablement un tel moment de triomphe. Pour Rick Ness, c'était bien plus qu'un simple travail. Il s'agissait d'une croisade personnelle, d'une quête incessante et dévorante qui a exigé de lui toutes les fibres de son être. Il avait investi tout ce qu'il possédait, et même plus hypothéquant son avenir, et risquant la ruine absolue dans cette opération gargantuesque. La vérité brutale et sans phare. La réalité qui n'est souvent pas dite, c'est que bien avant qu'un mineur ne déterre sa première paillette d'or scintillante, il a souvent des centaines de milliers, voire des millions de dollars dans le trou. Considérez pour un moment uniquement le carburant. Une station de lavage colossale comme Monster Red, un mastodonte vorace, ainsi que sa flotte d'énormes excavatrices et de camions de pierre qui l'alimentent inlassablement, possède un appétit insatiable, presque terrifiant pour le diesel. Nous parlons ici d'un taux de consommation astronomique de centaines de gallons par heure. À elle seule, la facture de carburant, une dépense constante et hémorragique, peut facilement dépasser les 10 000 $ par jour. Ce n'est pas seulement un coût. C'est comme si vous mettiez le feu à une véritable pile d'argent tous les matins, jour après jour, avant même d'avoir la moindre idée si vous trouverez un seul grain d'or pour compenser le brasier. Ensuite, il y a la paye incessante de son équipe dévouée, une équipe de personnes hautement spécialisées qui, au prix d'immenses sacrifices personnels, ont quitté leur famille, leur maison et leur zone de confort pour travailler dans une région sauvage, isolée et hostile. À cela s'ajoute le besoin constant et imprévu de maintenance sur des machines de plusieurs millions de dollars, où un simple tuyau hydraulique apparemment inoffensif peut instantanément entraîner l'arrêt brutal de toute l'opération méticuleusement chorégraphiée, coûtant une fortune en temps perdu, en perte de production et en réparation exorbitante. Cette pression financière immense et incessante crée un environnement intensément stressant, presque claustrophobe, où chaque décision, chaque pivot stratégique, chaque choix de terrain devient d'une importance capitale. Je sais qu'il y a de l'or en bas, mais tant que vous ne l'avez pas vu dans la boîte, vous êtes toujours hésitant, vous êtes toujours nerveux, a admis Rick sa voix, reflétant le poids profond de ses responsabilités. Je m'attends à voir de bonnes choses, mais pour l'instant, je veux juste voir ce qu'il en est. Je m'attends à voir de bonnes choses, mais pour l'instant, je veux juste avoir les yeux fixés dessus. Cela va m'enlever beaucoup de pression. Une seule mauvaise décision, le choix du mauvais terrain, une mauvaise appréciation de la géologie ou une défaillance mécanique majeure et imprévue, ne se traduit pas seulement par une mauvaise semaine ou un nettoyage décevant. Cela peut signifier la fin catastrophique de toute la saison, une ruine financière en cascade qui pourrait le mettre en faillite et dévaster les moyens de subsistance de toute son équipe. Vous voyez, ce triomphe de 3/4 million de dollars n'était pas simplement un profit, un surplus luxueux. Il s'agit plutôt d'une bouée de sauvetage, d'une transfusion vitale de capitaux. Une grande partie de cet argent est déjà engagée, déjà métaphoriquement dépensée, avant même d'être officiellement comptabilisé. Il est immédiatement, presque violemment réinvesti dans la gueule insatiable de l'opération pour couvrir les frais généraux stupéfiants, rembourser les dettes de carburant croissantes et, plus important encore, veiller à ce que l'équipage dévoué soit payé pour son travail éreintant et dangereux. C'était une victoire énorme et indéniable, une raison de se réjouir, mais ce n'était aussi qu'une seule bataille durement gagnée dans une guerre longue, incroyablement coûteuse,
et souvent impitoyable contre la nature elle-même. Telle est la réalité crue et sans phare, qui est si souvent perdue, si facilement oubliée dans l'excitation enivrante d'une grosse pesée d'or. Les caméras zooment sur les sourires triomphants, les célébrations joyeuses, mais elles capturent rarement, voire jamais, les nuits blanches, les doutes rongeants et l'anxiété écrasante qui les précèdent invariablement. Ce que personne ne vous dit, le coût silencieux et invisible, c'est la charge mentale et émotionnelle écrasante que ce type de responsabilité extrême fait peser sur un chef de mine comme Rick. Il n'est pas qu'un simple gestionnaire. Il était la cheville ouvrière, le garant ultime des moyens de subsistance de toute son équipe. Leur salaire, leur sécurité physique dans un environnement dangereux et leur morale, l'étincelle qui les fait avancer, reposent tous lourdement et sans équivoque sur ses épaules. Il ne s'agit pas simplement d'employés, mais d'individus d'hommes et de femmes qui ont placé leur confiance, leur foi et leur avenir dans sa vision, son jugement et sa capacité à trouver de l'or. Ce poids immense et profond de la responsabilité est un fardeau presque insupportable, à porter surtout lorsqu'on est isolé à des milliers de kilomètres de la civilisation, au milieu de nulle part, avec pour seule compagnie les exigences implacables de la Terre. Un nettoyage réussi comme celui-ci apporte une puissante vague de soulagement presque enivrante, un moment de répit, mais c'est tragiquement temporaire. La pression ne se dissipe pas, elle se réinitialise simplement et reprend son emprise insidieuse dès le lendemain. Il faut se relever une fois de plus et recommencer en espérant, en priant trouver une autre poche de terre riche, une autre veine d'espoir, une autre occasion d'aller de l'avant. Nous avons prévu beaucoup de choses pour cette saison, mais la priorité numéro 1 est d'aller au fond de la vallée de Raleigh, affirme Rick, le regard fixé sur l'horizon lointain, métaphore de son ambition inébranlable. Nous y sommes presque. Nous trouvons enfin le bord. C'est un cycle implacable, impitoyable, souvent brutal, fait de risques immenses et de récompenses alléchantes qui définit de manière indélébile la vie même d'un prospecteur d'or moderne. Ce succès unique, cette prise stupéfiante, est indéniablement une réussite monumentale, un témoignage de courage et de prouesse stratégique. Mais il ne s'agit pas d'un miracle isolé. Il a été méticuleusement construit sur la base de décisions à fort enjeu, d'innombrables heures de travail harassant et du courage inébranlable, presque téméraire de tout misère, encore et encore. Ainsi la question éternelle se pose, est-il vraiment possible pour quiconque de devenir riche du jour au lendemain dans ce monde brutal et magnifique? Le succès du jour au lendemain, l'erreur, le folklore et le voyage invisible. Le succès du jour au lendemain. L'expression elle-même est un mirage alléchant, un sophisme puissant et omniprésent dans la conscience collective. Lorsque nous tombons sur un titre annonçant « Rick Ness gagne $250 000 en une seule fois », il est incroyablement facile, presque irrésistible de se laisser emporter par ce fantasme enivrant. Nous, spectateurs moyens, évoquons immédiatement des images de richesse illimitée de ce que l'on peut ressentir lorsqu'on tombe sur un trésor aussi colossal. Pour l'observateur occasionnel qui regarde l'émission dans le confort de son salon, il peut en effet sembler que Rick est simplement tombé sur un endroit chanceux, un coup du sort arbitraire, et que ce genre de succès peut en effet se produire du jour au lendemain. Mais s'agit-il vraiment de la vérité pure et simple? Dans notre empressement à adhérer à la fantaisie, ne sommes-nous pas en train de passer à côté d'un détail crucial et fondamental? Le fait est que ce dont nous avons été témoins à Raleigh Valley n'était absolument pas un gain à la loterie, ni un acte aléatoire de la fortune. C'était sans équivoque le résultat durement acquis d'années, voire de décennies d'expérience pratique et brutale d'une immense connaissance géologique, presque intuitive, glanée à partir d'innombrables échecs et d'une croyance inébranlable, presque spirituelle, en un plan méticuleusement calculé. Rick ne s'est pas présenté avec une pelle rouillée et un espoir naïf de réussite. Il a consacré des années, une grande partie de sa vie, au processus ardu qui consiste à apprendre à lire la terre, à comprendre les subtiles ondulations des anciens lits de rivières, à déchiffrer le flux invisible des systèmes d'eau préhistoriques
et surtout à investir son précieux capital dans l'équipement hautement spécialisé adéquat et peut-être plus important encore dans les personnes compétentes et dévouées. Cette récolte massive et époustouflante n'était pas un événement isolé et singulier. C'est l'aboutissement puissant et cumulatif d'innombrables échecs, d'angoissants échecs évités de justesse et de petites réussites progressives qui collectivement lui ont appris précisément où, quand et comment chercher de l'or. Il s'agit au fond d'une histoire profonde et durable de persévérance acharnée. Ce que nous téléspectateurs ne voyons pas souvent, ce sont les années de lutte sous le mentorat de Parker Schnabel, les saisons épuisantes au cours desquelles Rick n'a trouvé que très peu d'or sur sa propre concession et les moments de profond doute qui auraient poussé la plupart des gens ordinaires à abandonner, à plier bagages et à fuir les exigences écrasantes de la nature sauvage de l'Alaska. C'est alors qu'une question encore plus intrigante commence à se poser, un murmure subtil de quelque chose de plus profond. Certaines personnes, celles qui sont imprégnées de la riche tradition du Yukon, murmurent que Rick n'est pas simplement tombé sur une parcelle de terrain remarquablement bonne. Ils croient avec une conviction quasi mystique qu'il est peut-être tombé par inadvertance sur un filon-mer légendaire, l'étoffe des rêves des prospecteurs et du folklore du Yukon. Il s'agit d'une source d'or mythique et concentrée, un cœur géologique qui depuis des millions d'années alimente lentement mais sûrement les ruisseaux, les rivières et les vallées environnantes avec sa progéniture scintillante. « Je suis très excité par ce que je vois là », s'exclame Rick, les yeux illuminés par une profonde compréhension. « J'attendais de voir de la roche dans cette salle. Nous l'avons ici. Se pourrait-il vraiment que son incroyable butin ne soit pas simplement un nettoyage chanceux, un coup de chance aléatoire, mais le tout premier indice alléchant d'un trésor bien plus important, non encore découvert? Un filon légendaire que les prospecteurs tant amateurs que professionnels recherchent avec une obsession inflexible depuis plus d'un siècle. Ce que beaucoup pris dans l'excitation immédiate ont négligé, c'est la possibilité profonde, presque conspiratoire, d'une connaissance secrète. Les anciens du Klondike, ceux qui connaissaient vraiment le territoire, transmettaient souvent leur sagesse durement acquise, leurs histoires inestimables, et même des cartes non officielles dessinées à la main de terrains incroyablement riches, des concessions et des poches d'or qui n'ont jamais été officiellement enregistrées ni inscrites dans les registres du gouvernement. Une théorie tenace, un murmure captivant au sein de la communauté minière, veut que Rick ait pu mettre la main sur l'une de ces cartes oubliées, véritables cartes au trésor d'une époque révolue. Ou peut-être, selon une autre théorie, possède-t-il une étude géologique unique et exclusive, un aperçu sans précédent des secrets cachés de la Terre qui lui donne un avantage indéniable, un avantage stratégique que personne d'autre ne possède. Cela expliquerait certainement sa confiance tranquille, sa conviction inébranlable dans un terrain que d'autres prospecteurs moins informés auraient peut-être écarté ou tout simplement ignoré. Peut-être que son succès profond n'est pas seulement dû à sa capacité innée à lire la Terre, au sens conventionnel du terme, mais aussi à sa capacité à lire une histoire, un récit géologique, une histoire humaine, qui a été en grande partie perdue dans le temps, oublié par tous, sauf par quelques rares personnes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée séduisante du succès du jour au lendemain, dans le monde brutal et exigeant de l'extraction de l'or, n'est pas seulement un mythe. C'est une erreur profonde et cruelle. Il s'agit d'une activité difficile, éreintante et totalement impitoyable, qui exige une quantité incroyable de sacrifices, de résilience et de détermination inflexible, souvent tout au long de la vie. Ainsi que l'étonnante réussite de Rick soit en fin de compte le résultat de la découverte d'un filon mythique, du déchiffrage d'une carte secrète perdue depuis longtemps, ou simplement de l'application inlassable d'efforts purs et d'une expertise approfondie, elle est aussi un rappel puissant et résonnant que la vraie fortune, le vrai succès, ne se trouve pas simplement dans un acte aléatoire du destin. Elle se mérite profondément, avec du sang, de la sueur et des larmes. L'or étincelant dans sa forme finale et scintillante
n'est que la récompense ultime et tangible d'un voyage long ardu et peut-être beaucoup plus mystérieux que nous les observateurs ne pourrons jamais vraiment comprendre. Alors qu'en pensez-vous? La promesse alléchante de l'or vaut-elle vraiment les risques incroyables, les immenses paris financiers et les profonds sacrifices personnels qu'elle exige? Faites-nous part de vos pensées et de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables souvent inédites du monde difficile et captivant de l'extraction de l'or. Enfin, réfléchissez à cette dernière question. La chance dans cette quête incessante a-t-elle finalement plus à voir avec le succès que la compétence? Ou la compétence est-elle simplement l'art de savoir comment créer sa propre chance?